Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituant pays de l'Uropois. Nous sommes avec le citoyen Yves Michel du comité Germinal. Alors, c'est un groupe d'anarchistes. Le groupe Germinal, voilà. Et on va parler d'anarchie. C'est une après-midi thématique. Au niveau de l'anarchie, le plan de la vidéo, c'est assez simple. Ça va être tout ce qui est historique, avec façon succincte, un survol succinct de l'anarchie, la fin de la représentation politique de l'anarchie dans nos sociétés, la période actuelle avec les Gilets jaunes, où il y a beaucoup, au niveau de l'organisation, où il y a beaucoup de choses qui sont possibles, et puis des pistes pour le futur, comment l'analyse anarchiste du système d'oppression, de ce système oppressif, comment cette analyse anarchiste peut nous aider dans la compréhension, et puis pour rebâtir, parce que ce qui a été bâti en oppression peut être déconstruit. On peut déconstruire le système oppressif qui a été bâti, parce que ça a été bâti par des hommes. Alors on est avec le citoyen Yves Michel. Bonjour citoyen. Bonjour, bonjour citoyen. Alors, est-ce que tu peux te présenter succinctement ? Succinctement, voilà. Donc Yves Michel, je suis praticien hospitalier en psychiatrie depuis plus d'une trentaine d'années. Et je suis aussi tombé dans le bain anarchiste depuis mes 16 ans. Dans la mesure où, ayant rencontré finalement ce mouvement et ses valeurs, je m'étais retrouvé dans mes propres valeurs et interrogations. Voilà, donc j'ai accompagné dans différents groupes et différentes actions, différentes périodes de l'histoire depuis, on va dire, une quarantaine d'années, une bonne quarantaine d'années, un certain nombre de combats, voilà, de mouvements, certains, pas d'autres, etc. Voilà. Donc on peut dire que tu es anarchiste. Moi, je me considère, oui, politiquement comme anarchiste, oui. Alors, on avait vu tout à l'heure avec Mehdi les différentes formes d'anarchisme et comment ça a été conceptualisé et vu. Là, tu vas nous faire un survol succinct de l'anarchie à travers l'histoire. Quand est-ce que ça a commencé ? Quand est-ce que ça a que ça a réussi à prendre ? La Commune de Paris, la Magnov-China, Kronstadt, Barcelone, etc. On reviendra, on fera des vidéos plus en détail, parce que ça, c'est l'instruction populaire. C'est intéressant. On n'a pas accès à ces infos-là, et puis à l'école, Fernand Nathan, on n'a pas eu ça. Non. On se demande pourquoi, tiens, d'ailleurs. C'est le moins qu'on puisse dire, on pourra en parler de ça. Donc, on n'a pas eu accès à ça. Est-ce que, donc sur cette première partie, survol historique du mouvement anarchiste, alors même aux États-Unis, sur le syndicalisme révolutionnaire, etc., il faut savoir que le mouvement anarchiste, il n'y a pas eu seulement Ravachol avec des gars qui faisaient des actions sanglantes. Il y a eu aussi énormément de penseurs et de systèmes qui sont montés. La parole est à toi. On commence par les plus anciens anarchistes. Oui, souvent quand on se représente de règle contemporaine, quand on se représente un anarchiste, parce que finalement, effectivement, c'est des choses qui sont jamais expliquées aux gens, on retrouve pas ça vraiment dans les manuels d'histoire, voilà, et puis c'est une histoire qui a été étouffée. On imagine alors l'anarchiste, on imagine l'anarchiste soit le doux, selon les états d'humeur, selon la représentation, le doux rêveur, voilà, qui rêve de monde idéal, qui est un peu utopiste, etc. Ou alors on voit le type taciturne, voilà, à la limite poseur de bombes, voire qui pourrait sortir le couteau, ou qui n'aime personne. Enfin, en fait, ce sont ou alors qui veut foutre le bordel, mais ce sont des représentations fausses de ce qui concerne l'anarchisme. Alors, par rapport à ce que disait Mehdi tout à l'heure, il a défendu différents, il a parlé de différents concepts représentant l'anarchie, et à un moment donné, il a parlé de Proudhon, en parlant d'ailleurs d'anarchisme. Alors moi, l'anarchisme dont je vais parler aujourd'hui, il s'agit plutôt finalement de l'anarchisme historique, l'anarchisme en tant que mouvement social et mouvement d'émancipation sociale. Alors l'anarchisme puise des racines
très lointaines, hein, dans des sociétés antiques et féodales, etc. Parce que il y a des inspirations, il y a des historiens qui ont fait le travail là-dessus. Mais l'anarchisme au niveau moderne, on commence à le voir apparaître surtout au 19e siècle. Mais bon, il y avait déjà un anarchiste anglais, William Godwin, qui avait écrit une constitution anarchiste, hein, et qui était un admirateur et un contemporain de la Révolution française. Et par ailleurs, je crois, le père de Marie Shelley, qui a écrit par la suite Frankenstein, etc. Donc l'idée qui est de la constitution dans l'anarchisme s'était déjà posée chez certains penseurs. Mais en fait, c'est surtout le 19e siècle, avec le développement du capitalisme, qui va favoriser, finalement, en révolte contre l'injustice provoquée par le capitalisme et couvert par l'État bourgeois, hein, après les promesses non tenues, finalement, en termes sociaux de la Révolution française. C'est surtout le 19e siècle qui va voir l'anarchisme se développer en différentes étapes, avec des penseurs, des activistes, etc. Ce que je voulais dire, c'est que on s'imagine souvent l'anarchisme, l'histoire de l'anarchisme a tellement été étouffée et anéantie, je dirais, après la libération, après les années 40, et tellement connotée négativement à coup de diverses propagandes, y compris des propagandes bolcheviques, staliniennes, etc., que finalement il avait pratiquement disparu quand on l'a vu réapparaître un peu plus massivement dans 68 et dans l'après 68 et un peu maintenant. Mais ça a été véritablement, dans l'histoire du mouvement communiste au sens large, socialiste au sens large, ça a été vraiment le mouvement de masse qui s'est développé dans nombreux pays. Hein, et de nombreux anarchistes ont été impliqués dans l'histoire à différents niveaux. On a parlé de la Commune de Paris, sur le XXe siècle, tu parlais, Mishka, de l'Espagne. Bon, l'Espagne, c'est 60 ans de construction de mouvements anarchistes avant d'arriver à un moment donné où il va y avoir une confrontation avec la dictature fasciste de Franco pour essayer de leur part à eux de mettre en place une société communiste libertaire qui a rien à voir avec Marx. En Russie, les anarchistes sont très actifs pendant la révolution russe, très actifs en Ukraine, hein, la Makhnovitchna, c'est des choses sur lesquelles on reviendra par la suite. Kronstadt aussi, qui a été une commune avec beaucoup d'anarchistes qui participaient, qui a été écrasée par le pouvoir bolchevique, d'ailleurs quasiment la même semaine où le pouvoir bolchevique célébrait la Commune de Paris, c'était en 1921, en mars 1921. Le Mexique, en fait, il faut comprendre que l'anarchisme, à un moment donné, était un mouvement de masse présent dans nombreux pays, international, mondial, qui a été impliqué dans nombre de révolutions qui ont pesé finalement sur le destin finalement de l'humanité, de populations entières, etc. Que ce soit en Russie, aux États-Unis d'Amérique, c'est un des mouvements anarchistes les plus puissants, mais qui a été réduit à néant avant l'entrée réduit à néant par la répression, hein, avant l'entrée en guerre des États-Unis d'Amérique en 1918, quoi, hein, 1917-1918, toute cette période-là. Et évidemment, dans certains pays, il y a eu une poursuite du mouvement, en Argentine, en Espagne, dans les années 30, hein, la Révolution espagnole, la guerre d'Espagne. Bon. Et en fait, c'était un mouvement de masse, alors que souvent, la mémoire historique concernant l'anarchisme le représente finalement, on n'en parle pas, comme si c'était une honte. On veut avoir oublié finalement que de tels mouvements ont pu exister à un moment donné. Il y avait des maquis anarchistes en Espagne jusqu'à quelle date ? À la fin des années 50, début des années 60, c'est-à-dire que Franco n'a jamais complètement éradiqué la résistance anarchiste à son pouvoir. Il y a eu des va-et-vient dans les Pyrénées entre la France et l'Espagne. Il y avait des combattants. C'est-à-dire que l'anarchisme en Espagne, c'était un mouvement de masse. Au moment de la guerre civile espagnole qui a été déclenchée par Franco et qui a obligé finalement les anarchistes à se poser en défenseurs de la République, alors que le coup d'État de Franco essayait de prévenir finalement quelque chose que prévoyaient les anarchistes, c'est-à-dire une insurrection communiste libertaire, j'insiste libertaire, parce qu'on n'est pas dans le même communisme que le bolchevisme, là. La grosse différence, c'est le centralisme démocratique. Oui, c'est ça. Oui, 60 ans d'anarchisme en Espagne, c'est 60 ans de préparation à la reprise en main de l'outil de production et la reprise en main des communes
par les travailleurs, par les paysans, par les hommes, les femmes, etc., les gens du peuple. Les coopératives de salariés associés, c'est ça? Oui, enfin c'était plus que ça, quoi. C'était des collectivités paysannes dans les campagnes, et puis la gestion directe des entreprises et des grands services dans les grandes villes. Là où ils ont pu le mettre en pratique. Alors, c'est-à-dire que ce que prévoyaient de faire les anarchistes et que Franco a contrebalancé en faisant son coup d'État, obligeant les anarchistes à se replier en défense de la République et donc à faire des alliances qui n'ont pas forcément été heureuses pour le devenir, en fait, a fait que dans les territoires de l'Espagne qui n'avaient pas été vaincus à J1 ou J2 par Franco, parce que les gens n'étaient pas assez armés ou pas assez organisés, mais ils étaient néanmoins présents dans ces villes, comme à Séville, etc., et ben fait que finalement, il y a à peu près 10 millions de personnes qui ont mis en pratique pendant un an ou deux, jusqu'à la contre-révolution interne stalinienne, et bourgeoise d'ailleurs, qui était associée à l'intérieur même du camp républicain, ont mis en pratique effectivement la gestion directe, l'autogestion, pour faire plus contemporain, de la production, de la distribution, et puis de la vie communautaire et dans les villages, etc. Tout en menant de front et le travail et la guerre contre le franquisme, et en étant pilonné par derrière par le développement du stalinisme et aussi évidemment la non-intervention des pays soi-disant démocratiques comme la France du Front populaire et l'Angleterre, voilà. Et en Italie, ça s'est passé comment? Ben, en Italie, il n'y a pas eu de mouvement de cette ampleur, mais tu faisais référence à quelque chose de... je disais que, parce que Malatesta, on parlera de lui à la fin, on dira une phrase de lui, mais disons qu'en Italie, Mussolini, bon, il y a eu toutes les grèves. Tu sais, au décours de la Première Guerre mondiale, alors en Allemagne, la commune de Bavière, les spartakistes, la commune de Bavière avec Erich Mühsam, il y a eu des tentatives de soulèvement anarchiste des communes, etc. Il y a eu aussi en Italie, avec les mouvements des conseils, etc., mais qui ont été vaincus. Et à la suite de ça, on accouche du fascisme en Italie. Et ce que je veux dire, oui, Mussolini n'a jamais complètement vaincu en fait les anarchistes en Italie. Il en a fait liquider un certain nombre, mais un certain nombre, il a été obligé de les mettre en résidence surveillée. Dans la région de Carrare, même pendant le règne de Mussolini, le maire fasciste de la ville était régulièrement enlevé par des maquisards qui le recouvraient de goudron et de plumes pour se moquer du pouvoir. C'est-à-dire qu'il y avait des régions qui ne contrôlaient pas véritablement. Il y avait des maquis pendant toute la durée. Bon, en Allemagne, très intéressant, il y a un livre qui existe sur le sujet. Alors ça ne concerne pas directement les anarchistes, mais par solidarité, bien sûr, les grèves ouvrières. Bon, il y a un livre, là je ne peux pas en parler, mais j'aimerais bien le lire et le récupérer, mais un copain m'en a parlé. Il y a eu, pendant toute la durée du pouvoir d'Hitler, des grèves qui ont continué en Allemagne. On me signale une grève dans des mines, etc., où du coup ils ont envoyé les SS pour réprimer les grèves. Les SS sont jamais remontés, quoi. Vous voyez, donc même pendant la période de pouvoir de nazis, il y a toujours eu de la résistance ouvrière contre finalement la domination d'État et la domination, même si c'était évidemment plus réduit. Alors, les seuls pays où c'est la Russie ou... Oui, alors les seuls pays, et en Amérique, alors tous les mouvements anarchistes du monde entier ont été férocement réprimés. L'organisation Interpol, elle s'est créée spécifiquement contre le mouvement anarchiste. Voilà. Si ça avait été une bande de doux rêveurs ou de types taciturnes qui n'aiment personne, on n'aurait pas eu besoin de mettre tout ça à Interpol. Donc, plein de choses qui se sont montées contre le mouvement anarchiste, et le silence, et la censure, etc., prouve en fait finalement plus les archives maintenant et ce qu'on connaît, de l'impact énorme du mouvement anarchiste jusque dans les années 30, 40, 45, à la libération, etc., du fait que ce fut vraiment un mouvement de masse, et dans certains endroits du monde, un mouvement de masse qui était bien supérieur au mouvement communiste ou socialiste plus classique, etc. C'est des anarchistes qui ont introduit les idées du socialisme, enfin de l'égalité sociale et de l'équité sociale en Chine.
Il y a eu aussi dans les années, je voudrais pas me tromper parce que je me perds un peu sur les dates, mais on était dans les années 20, on en reparle, il y a un bouquin qui vient de reprendre là-dessus, il y a eu aussi une zone anarchiste en Mandchourie de paysans qui a existé en gestion directe pendant quelques années avant d'être réduite à néant par les Japonais et les Staliniens du Nord. Bon, en fait, ça a été un mouvement énorme qui en réalité n'a pas réussi finalement à réussir sa révolution sociale, qui aurait été finalement, pour ici en France, ça aurait été le passage de la République bourgeoise à la République sociale, mais qui n'a pas réussi, qui a été brisé militairement par la censure, aux États-Unis, partout. Et je dirais que les pays dans lesquels la répression anti-anarchiste a été la plus féroce et je dirais la plus efficace, celle qui a été la plus anéantisante, celle qui a anéanti véritablement et les personnes et les idées, etc. pendant longtemps, ce sont les pays qui viennent d'une histoire marxiste-léniniste, bolchevique, et la Russie, la Chine, etc. Alors, Bakounine, d'ailleurs, disait lui-même à Marx à l'époque que si un jour son système s'appliquait dans des pays, par exemple, alors comme il disait ça au 19e siècle, alors qu'on savait rien de l'histoire qu'elle allait à venir, ça fait un peu prophétie, mais il n'y a rien de surnaturel dans l'histoire. C'était un exemple sociologique qu'il disait si ça s'applique un jour dans ces pays, ce sera la pire dictature. C'était un peu leur opposition sur le... bien qu'il adhérait quand même il acceptait l'analyse économique du capitalisme de Marx. De l'époque, ça n'avait rien à voir. C'était le Marx politique et le Marx économiste. C'était pas la même chose. Mais alors tout ça a disparu. Après la Deuxième Guerre mondiale, on n'entend plus parler d'anarchisme. Quand on parle d'anarchiste, c'est toujours un personnage. Si vous lisez Zola, Germinal, vous avez Souvarine. On parle, voilà, c'est un personnage. On n'en parle pas. Les anarchistes, c'est les gens, ils viennent foutre la merde à la fin des manifs. Moi, c'est comme ça que j'ai entendu parler d'eux de la première fois. C'est ceux qui viennent foutre la merde à la fin des manifs. Bon, etc. On n'en parlait plus. Alors que finalement, des anarchistes ont continué d'œuvrer et d'avoir multiples influences en interaction. Gary Snyder, près de la Beat Generation aux États-Unis, ce courant littéraire, Louis Lecoing, qui venait de l'anarcho-syndicalisme, qui a beaucoup lutté contre le militarisme et la paix, c'est celui dont la grève de la faim a poussé De Gaulle à créer le statut d'objecteur de conscience, qui a ensuite été un peu tripatouillé par Debray. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Beaucoup d'anarchistes espagnols exilés dans différents pays qui avaient connu la révolution en Espagne ont essaimé et étaient très en avant sur des œuvres sociales. En France, dans le planning familial, il y avait des anarchistes espagnols, etc. C'est-à-dire que les anarchistes ont toujours continué à œuvrer pendant toutes ces années, entre 45, 50, 60, jusqu'à... On continue à œuvrer. Bien sûr, ça a été réactivé en 68 parce que c'est redevenu, entre guillemets, à la mode. Pas forcément toujours dans l'après 68 sous une bonne lecture, c'était matinée de gauchisme, etc. Bon, ce serait tout un sujet à part entière pour en parler, parce que je pense qu'il y a une critique à faire de cette période-là, par rapport au libéralisme, par rapport finalement à la notion de libéraux-libertaires. Oui, ce côté où finalement le côté constituant, loi, nécessité d'écrire finalement quand même des règles pour garantir une intendance, si on veut établir la justice, l'égalité sociale et la liberté, l'abolition des classes sociales en quelque sorte, il faut quand même constituer ça, écrire ça. Et c'est vrai que c'était pas le fort des gens dans les années 70, et il y avait plutôt l'idée de la transgression permanente. Bon. Mais alors transgresser la transgression, parce qu'actuellement ceux qui étaient transgressifs à l'époque de 68, ils sont arrivés au pouvoir, ils sont devenus les laquais de l'oligarchie financière. Et là, il s'agit de transgresser leur transgression, puisque la loi ne veut plus rien dire, la Constitution, elle est changée, Sarkozy la modifie pour le crime de haute trahison, ils votent des lois au milieu de la nuit, ils sont 60, enfin bon, ils transgressent leur propre loi. Donc quand la loi devient transgressive, et quand on transgresse la transgression, finalement on arrive à rétablir la loi civilisationnelle. C'est ça. C'est-à-dire que, en fait, quand on voit le mouvement anarchiste de l'histoire, si on se replonge, on s'aperçoit que finalement, des textes constitutionnels, des textes, des accords de congrès, ça passe beaucoup quand même par le texte, les accords, un certain fonctionnement finalement
passant par une démocratie directe, par un fédéralisme, par un mode de fonctionnement, et donc l'attachement quand même à la création de principes collectifs et à leur respect est quand même très présent dans le mouvement. On s'aperçoit qu'après, finalement, dans les années 70, à la limite, finalement, tout ce qui est posé comme ça doit être transgressé de principe. Mais pour moi, ça c'est pas ça l'anarchisme. Bon, je parle en mon propre nom, hein, je suis même pas mandaté par le groupe Germinal, etc. pour parler, ou par la CNT, ou par quelconque groupe. Je parle en mon nom. Mais alors, ce qu'on voit, si tu veux, sur la transgression, c'est que moi, c'est un sujet qui m'a. C'est pour ça que je m'engage personnellement. Avec d'autres, c'est un sujet qui m'a quand même peu intéressant. Je me suis dit, ce qui manque finalement pour réussir une révolution, c'est l'attachement à des principes et à des valeurs, à une éthique, mais qui puisse être positionnée comme la loi, une loi d'humanité, c'est-à-dire on ne doit une loi civilisationnelle, pas de viol, pas de meurtre, pas de domination de l'homme sur l'homme ou de l'homme sur la femme ou de l'homme sur la nature. Repositionner la loi, finalement, même par rapport aux lois des religions, etc. Surtout parce qu'on était un peu quand même positionné par rapport à ça aussi. Et c'est la loi des églises, en fait. Enfin, la loi des et donc ce côté-là, repositionner la loi pour pouvoir constituer quelque chose qui soit révolutionnaire. Elle me dit, les mouvements révolutionnaires ou d'insurrection qui font pas ce travail-là sont voués de toute façon à l'échec parce que la nature a horreur du vide et il faut de toute façon poser des règles. L'histoire du mouvement anarchiste... Excuse-moi, mais c'est dingue. Ouais. L'anarchie... oui. T'es anarchiste, tu lui dis, mais il faut des règles. Alors que d'habitude, d'après Fernand Nathan et la trousse éducation nationale, l'anarchie, c'est l'absence de règles. Oui. Et là, tu nous dis qu'il faut des règles. Ouais. Alors, en fait, je dirais parce que l'humain est ce qu'il est, en fait. Parce que l'humain est ce qu'il est. C'est-à-dire que nous, on n'est pas... Bakounine disait, en parlant de Rousseau, qu'il était le père du despotisme moderne. Pourquoi ? Et il disait que c'était... parce qu'en fait, il avait une vision idéalisée de l'être humain. Et donc, sur la vision idéalisée de l'être humain, il pouvait construire une utopie. Une utopie où, si l'humain était libéré, finalement, des contraintes de la société, de la nature... Enfin, je résume, hein, c'est très réducteur, hein, ce que je dis là. Mais grosso modo, le rousseauisme qui a beaucoup imprégné la gauche et quand même, etc. C'était un truc, qui était quand même, qui partait sur le fait, l'homme est bon par nature, donc c'est la société qui le corrompt. Dans Bakounine et dans les anarchistes, de l'ancienne époque, c'est pas ça du tout. Je veux dire, l'homme est corruptible. Quand je parle de l'homme, c'est l'être humain. Tous les possibles sont possibles chez l'être humain. Donc, de toute façon, à un moment donné, et le pire, voilà. Et donc, pour le pire, il faut pouvoir poser les bases du meilleur. Mandat impératif et révocatoire ? Par exemple, mandat impératif et révocatoire. Actuellement, dans les élections, le système, quand on vote, on fait des chèques en blanc. On vote pour quelqu'un en lui faisant confiance sur un mandat, sur un programme même. C'est même pas sur un mandat précis, c'est sur un programme. Et puis lui, il peut tourner tout ça en dérision. Bon, il y aura la sanction 4 ans ou 5 ans après, mais voilà, c'est pas quelque chose qui a une efficacité. C'est pas le pouvoir du peuple. Le pouvoir du peuple, c'est de nommer des gens qui se pensent être les responsables, être responsables de quelque chose, qui veulent pas le pouvoir, qui veulent exercer une mission, par exemple coordonner une mission, coordonner quelque chose. On peut avoir besoin à un moment donné de quelqu'un qui dit je me charge de cette mission, je coordonne, je vais trouver les gens avec qui je vais bosser, tout ça. Je m'adresse à l'Assemblée Générale, par exemple, pour dire voilà, je me sens capable de faire ça, ou alors on s'est adressé à moi parce que les gens sont venus me chercher parce qu'ils pensaient que je pouvais le faire, etc. Puis je vais essayer de faire ça. Là-dessus, si je commence à partir sur de l'abus de pouvoir, que je sors de ma mission en quelque sorte, voire que dans les faits je me montre incapable, j'ai pas les compétences à la hauteur de là, tout ça doit être discuté. Je dois pouvoir être évoqué, etc. Tu vois ? Alors, toi, t'es docteur en psychiatrie. Nous, on s'est aperçu avec nos petits cerveaux sur notre rond-point que, en fait, chez l'humain, il y a des caractères de pervers narcissiques plus ou moins développés. Et eux cherchent la lumière, cherchent à être vus, cherchent à attirer l'attention, le pouvoir. Ils veulent le pouvoir, ils sont attirés comme des lucioles par ça.
Oui. Alors donc, c'est la porte ouverte à toute la corruption, parce que... C'est ça qui est très difficile actuellement quand on veut créer ou développer quelque chose de collectif, ou dans la création ou le développement de quelque chose, ou dans le combat, ou voilà. C'est très compliqué aujourd'hui, c'est que finalement, voilà, il y a toutes les personnalités qui s'interconnectent et voilà, et vous avez des gens qui sont mûrs vraiment pour l'autonomie, assumer les responsabilités de ce qu'ils vont créer collectivement, d'autres qui attendent, voilà, qui sont toujours en colère par rapport à un pouvoir, ça collera jamais avec ce qu'ils souhaitaient, mais en même temps, si on leur donne le pouvoir, même en tant que peuple, ça va être compliqué. Je pense que tout le monde a été confronté à ce genre de situation et ça rend difficile finalement l'élaboration. Eux, ils attendent finalement, ils rêvent un jour d'un pouvoir un peu imaginaire qui pourrait leur apporter quelque chose sur un plateau et qui répondrait et qui viendrait leur rendre justice en quelque sorte par rapport à tout ce qui a pu les frustrer ou les opprimer, ou etc. Bon, tout ça c'est bien. Et là-dedans, il y a aussi tout un tas de gens qui grenouillent et qui voient la politique comme étant une histoire d'ego et qui vont utiliser finalement les contestations, les combats, les choses, etc. parce que ils veulent à un moment donné arriver vers le pouvoir politique ou avoir des places dans le pouvoir politique d'État qui est toujours le suppôt et ce qui soutient finalement le capitalisme dans son ancienne forme à la papa comme dans la nouvelle forme qui est maintenant le capitalisme financier qui maintenant depuis une quarantaine d'années. Et ça, les gens n'ont pas trop vu le truc, mais ce passage-là, la gauche n'a pas le bon processeur par rapport à cette période-là, mais en même temps, et donc là-dedans, qu'il y ait des pervers narcissiques qui en fait sont là pour gouverner les autres, tout simplement, et imposer leur point de vue, eh ben oui, en fait, notre société a abîmé en quelque sorte beaucoup de gens. Hein. Mais là, on regarde les partis d'opposition, de soi-disant d'opposition, c'est de l'opposition contrôlée, hein, parce qu'ils poussent tous la dictature sanitaire, ils ne remettent absolument pas en cause la tyrannie bancaire, etc. On parle des gros partis d'opposition. Pourquoi la démocratie participative, comme ils essayent de le mettre, de le diffuser, etc., c'est une arnaque? Alors ça, c'est peut-être quelque chose qui va vous parler, alors du point de vue, et là ça fait partie vraiment de l'analyse du pouvoir tel qu'il s'est transformé. En fait, il y a 40 ans, quand on a petit à petit, c'est avant on était dans un pouvoir, le capitalisme, on savait le coût d'une pièce, enfin on parlait des mêmes chiffres, il y avait un bras de fer social entre les exploités, les exploiteurs, enfin qui se faisait sur les mêmes, un peu quand même sur les mêmes chiffres, etc. L'analyse, l'État était bien analysé, etc. Et on est rentré petit à petit avec cette transformation du capitalisme vers un pouvoir, en fait, un pouvoir, je dirais, qu'on pourrait qualifier d'algorithmé de biopolitique, si tu veux. Et ce pouvoir-là, cette façon d'organiser, c'est la gouvernance, hein. Je pense que ça peut parler à beaucoup de gens parce que ceux qui bossent dans le privé ou qui soient dans le public, quel que soit moi je connais l'hôpital public, hein, mais ou que ce soit même par adhésion dans des partis politiques, en fait on s'aperçoit qu'on a désormais une espèce de pouvoir vertical où finalement les choses sont déjà décidées par l'avance, mais que par ailleurs en bas on va pousser les gens à créer des groupes, à parler. Kadhafi en Libye faisait très bien ça. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il espionnait sa population. Il y avait des comités populaires partout, et on disait c'est de la commune, c'est tout ça. Mais en réalité, c'était une façon de savoir ce que tout le monde pensait. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, on est dans et la démocratie participative, c'est une sorte de succédané en fait de démocratie directe. Où on dit que les gens peuvent venir siéger à des conseils. Vous vous rappelez, de toute façon, même Macron l'a fait au moment des Gilets jaunes. Il a essayé de réunir des gens dans les mairies, tout ça. Il y a eu des choses comme ça. Vous pouvez exprimer vos opinions, vous exprimer le pouvoir. Donc, on fait bosser des gens sur des choses à la base. Et il y a des gens qui bossent là-dessus. Ils développent des projets. À la finale, de toute façon, une grande partie des choses, des idées qu'ils auront pu produire, surtout si c'est des idées qui pouvaient déranger ou
qui concernaient des choses sur lesquelles le pouvoir a décidé qu'il ne toucherait pas, hein, des rapports de domination, des rapports de ces réformes, sont reprises après finalement par le pouvoir sous forme de réforme. Au pire, vous pouvez avoir votre nom à la fin, vous avez servi de caution à quelque chose que vous n'avez pas vous-même pensé, et vous êtes ainsi gouverné, quoi. C'est le nouveau mode de gouvernance. Tous les pouvoirs maintenant fonctionnent comme ça. Toutes les entreprises, les grandes entreprises, hein, les publiques, privées, et les grands partis politiques, hein, des grands, que ce soit de la France insoumise au Rassemblement national, bien sûr la République en marche, etc. C'est des modes d'organisation. On fait travailler les militants à construire quelque chose que de toute façon leur sera confisqué et leur parole sera escamotée parce que les choses sont décidées. Et on met en avant ce côté participatif. On dit voilà, alors vous savez, il y avait cette phrase là, je participe, tu participes, il participe, etc. À la fin, il profite. En fait, c'est ça. Donc on a un peu quand même utilisé et instrumentalisé les idées d'autonomie, d'autogestion, etc. pour les intégrer dans un modèle dominant qui est maintenant la règle. Et tous les hiérarques qui se retrouvent dans ces modèles dominants, et même dans les ONG, hein, c'est des modèles administratifs, en fait, où on administre finalement les gens, tous se reconnaissent les uns les autres. Hein. Je pourrais même dire, même dans le syndicalisme dit réformiste, etc., c'est comme ça. Donc on est dans des modèles de gouvernance dont il est très difficile de se sortir, puisqu'on finit par faire participer dans l'illusion que les personnes prennent en main et élaborent leurs propres réformes, le fait qu'en réalité, ils nourrissent ce pouvoir. Je sais pas si je m'exprime bien, mais c'est un peu ce truc-là. Tu nourris la bête, t'es l'idiot utile de la bête. Voilà. Tu fais le boulot, et en fait, il détourne cette énergie contre toi, en fait. Et c'est valable aussi sur le plan financier et économique, hein, parce que là, on est un peu dans le poste salarié. Le fait d'imaginer que quelqu'un puisse se faire virer de sa boîte, devenir entrepreneur, puis travailler avec la boîte où il était embauché avant, mais en assumant toutes les charges qu'il n'avait pas avant, etc., ça fait penser à ça. C'est-à-dire qu'on te rend responsable de ta propre... En te disant, mais voilà. Et on te rend responsable moralement aussi. Hein, c'est-à-dire qu'on te rend responsable en disant, tu auras la responsabilité juridique. C'est-à-dire que si ça va mal et qu'il y a des problèmes, c'est toi qui assumeras. C'est pas nous, la hiérarchie, qui auront mis en place cette problématique, qui assumeront. Nous, on se protège sur le plan des... Alors, voilà. J'ai encore une question. Malatesta et les Gilets jaunes. Oui. Ton analyse par rapport à la citation de Malatesta. Oui, c'est italien, anarchiste italien, oui. sous résidence surveillée par Mussolini, qui avait peur de le faire liquider, en fait. Alors, faudra pas qu'on oublie la question sur la légalité et la loi, si tu veux, dans le renversement de la transgression. Enfin, Malatesta et les Gilets jaunes, Malatesta n'a pas été Gilet jaune, puisqu'il était évidemment mort depuis longtemps au moment des Gilets jaunes. Mais Malatesta, il était en résidence surveillée du temps de Mussolini, hein, parce que je pense même Mussolini lui-même avait eu peur sans doute de le faire exécuter, ou ne l'avait pas fait pour des... Parce que vous savez, le père de Mussolini était un militant anarchiste aussi, donc il y a une histoire un peu de famille, il y a eu l'histoire du mouvement socialiste, c'est compliqué, il y a eu la guerre de 14-18, tout ça. Mais c'est juste sur cette phrase que je ne pourrais pas reproduire mot à mot, parce que d'abord... Premièrement, je l'ai lu en français, c'était pas la traduction italienne, et je dis pas l'italien, mais c'est simplement l'idée. Et en fait, il avait voulu dans un texte qui est difficilement trouvable, on lui avait posé la question, c'est à votre avis, qu'est-ce qui a posé les bases du développement du mouvement anarchiste? Alors lui, il connaissait finalement, il remontait à cette histoire du 19e siècle, du 19e, la Grande Révolution française, tout ce qui est venu après, et il disait, en fait, le mouvement anarchiste a été rendu possible pour trois raisons. Parce que, pour trois raisons, et ça s'est appuyé sur trois choses complémentaires. Un, il fallait que donc des hommes, des femmes se sentent dans le climat social dans lequel ils étaient contraints de vivre, le climat social, politique, économique, complètement étouffé, complètement restreint, ne pouvant pas s'exprimer. Voilà, une chose. Deuxièmement, il fallait que ces hommes et ces femmes puissent reconnaître dans les souffrances de l'autre, les souffrances, les injustices vécues, etc., ressentir la souffrance des autres comme si c'était la leur. Donc ça introduisait à l'entraide, à la solidarité, etc. Troisièmement, que finalement les causes et je dirais
pas dans le pourquoi, mais dans le comment, tu vois, les causes, c'est-à-dire comment ces choses s'étaient mises en place, et le climat social, politique, économique, qui faisait que finalement des gens souffraient, d'autres étaient opprimés, ou les deux à la fois, etc., n'était pas d'une nature, je dirais, surnaturelle, ou même naturelle. C'était pas, c'était pas comme ça avait toujours été comme ça, mais était quand même quelque chose qui était le fruit de l'action et de l'organisation d'autres êtres humains, etc., qui tiraient profit de la domination, et qu'à partir du moment où c'était construit, ça pouvait se déconstruire aussi. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire, ce qui a été le système oppressif actuel, où tout en haut, il y a l'oligarchie financière qui raquette tout le monde, etc., ça a été construit par des hommes. Oui, bien sûr. Ça a mis beaucoup de temps, hein, mais ça s'est construit. Par des hommes. Oui, donc oui. Ce qui a été construit par des hommes peut être déconstruit. Voilà. Et c'est ça ce qui tranche quand on reprend par rapport à ce que Kropotkin a appelé la grande révolution, parce qu'il parlait de la révolution française, et puis qui intéressait aussi ce constitutionnaliste anarchiste Godwin qu'il y avait en Angleterre. Bon, c'était cette idée que finalement, au moment de la révolution française, c'était finalement le pouvoir de droit divin qui avait été aboli. On avait aboli le pouvoir de droit divin, bon, ça s'est mal terminé pour Louis XVI après, etc. Bon, mais c'est un autre débat, et on peut mais en même temps, voilà. Et à partir de ce moment-là, ça veut dire que avant, le pouvoir était toujours légitimé par quelque chose de surnaturel. C'est-à-dire qu'il y avait des forces extranaturelles supérieures qui vous disaient, bon bah voilà, le monde est comme ça parce qu'il doit être comme ça, et il est sacré comme ça, etc. Après, ça a été mis à bas, et après, bon, ça a été la bourgeoisie, donc la République sociale s'est arrêtée là, ça a été la République bourgeoise, et on est encore là-dedans. Et en fait, après, on a commencé, à analyser le pouvoir, à analyser les circuits économiques, le capitalisme qui s'est développé, tout ça. Et on se rend compte que tout ça, c'était des rouages, oui, effectivement, complètement humains. C'est-à-dire il n'y a pas de, même si ces gens qui nous gouvernent, surtout avec maintenant cette volonté là de vie éternelle, là, tous ces trucs transhumanistes, tous ces trucs-là, on a l'impression que ça y est, ils veulent se prendre eux-mêmes pour des dieux incarnés, éternels. On voit que eux se prennent pour des dieux, hein. Mais en même temps, non. c'est des humains, et donc tout ça peut être déconstruit, et on peut tout reconstruire. Et effectivement, ce qu'il y avait de très nouveau, je dirais, intéressant et très nouveau dans l'irruption finalement du mouvement des, parce que je parle d'une irruption, l'irruption du mouvement des Gilets jaunes, c'est le fait que finalement tout un tas de gens qui avaient été brisés, ou qui risquaient de l'être, en tout cas qui sentaient, et qui pouvaient même avoir auparavant la corde autour du cou, la corde autour du cou, tu vois, qui pouvaient avoir même avant des intérêts, ils seraient pas croisés, ils seraient pas parlés, ils seraient pas, voilà, se sont retrouvés finalement, qui étaient en fait des gens qui étaient finalement les perdants de l'ancien monde, qui étaient en train d'être écrasés par le nouveau monde que Macron essaye d'incarner, donc capitalisme financier sur l'ancien capitalisme, nouveau pouvoir algorithmique dont je t'ai parlé, transgression du sacré finalement, des lois de l'humanité les plus élémentaires, hein, destruction des liens sociaux. Donc c'est pour ça qu'il y a nécessité de faire de la loi. Tous ces trucs-là qui se mettaient en place, là, finalement, après des années et des années de défaite finalement du mouvement social plus classique, syndical, etc., en partie aussi par ses compromissions, mais aussi parce que le mouvement financier était puissant, les deux, hein. C'est-à-dire parce que là-dedans il y a quand même des militants, des gens qui se sont battus vraiment. Donc on peut pas les jeter. Enfin, je veux dire, moi j'aime pas jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi. C'est-à-dire que en même temps, ce que je critique, c'est surtout des structurations, des pouvoirs, etc. Là-dedans, il y a des gens qui essayent de faire pour le mieux, voilà. Mais en tout cas, le résultat, c'est qu'on a perdu énormément de droits sociaux. Bon, un an avant les Gilets jaunes, c'était la loi travail où on perdait beaucoup. Avant, c'était la loi Macron, voilà. Et puis, mais ça date pas d'hier, ça avait commencé, hein. On parle à l'hôpital public, hein, pas assez de lits, hein, ça a commencé depuis très longtemps. Moi, je l'ai vu évoluer, et même en le combattant, ça n'y a pas fait. Mais on n'était pas assez nombreux, pas assez forts pour ça, etc. Bon, toujours est-il que on est arrivé à un moment donné où des gens se sont retrouvés, voilà. Ils se sont retrouvés. Il y avait plus de syndicalisme, donc dans quelque chose qui ressemblait à quelque chose
d'initial, hein, parce que dans l'histoire, la commune de Paris, enfin, si on est dans l'histoire de France, la commune de Paris, les communes, puis il y a eu des communes à Marseille, etc., qui ont été vaincues, voilà, mais la commune de Paris, bon, qui a été écrasée, massacrée, hein, quand même 20 000 morts, 30 000 morts, peut-être, massacrée par une soldatesque qui parlait même pas qui était prise dans les régions, on parlait que des patois ou du breton, etc., et puis on leur a dit c'est le diable, faut aller leur tirer dessus, etc. Oui, il y aurait toute cette histoire à voir, ils ont été utilisés, voilà, pour écraser finalement cette tentative de constitution de république sociale, quoi. Après, à sa défaite, ça reprenait un peu l'histoire du mouvement anarchiste. Faut pas s'étonner. Bon, il y a eu une période où finalement les gens se sont dit, on va s'en prendre aux têtes couronnées, aux grands banquiers, etc. Toute la période des attentats anarchistes, c'est des gens qui passent à l'acte directement sur la tête. Et puis finalement, c'est le seul mouvement aussi qui s'est dit à un moment donné, oui, il y a des limites à ça. On n'ira pas plus loin avec ça. Il y a eu le syndicalisme révolutionnaire, l'anarcho-syndicalisme, et puis ça aboutit après, finalement, les mouvements socialistes, réformistes, voire révolutionnaires, un peu trop centralisateurs, si tu veux, on finit finalement par marginaliser, par tenter de marginaliser tout ce qui pouvait être anarcho, que ce soit syndicaliste ou communard, etc. Et ils ont fini par l'emporter. Mais je me suis un peu perdu, à vrai dire, parce que on était sur la loi civilisationnelle, en fait. Ouais. Transgresser la transgression, rétablir la loi civilisationnelle. Oui. Pour un anarchiste. Oui, c'est assez surprenant. Oui, parce que justement, on s'imagine souvent qu'un anarchiste, déjà on dit un anarchiste parle d'organisation, gestion directe, auto-organisation. Alors, si on reste à la définition, donc pas dans les définitions de Mehdi, mais les définitions qu'on entendait, un anarchiste. On attend, quoi. Ouais, c'est ça. Un anarchiste, ils sont contre tout. Les anarchistes, ils sont contre la loi. Les anarchistes, t'es contre la loi. Un anarchiste, il est contre toute organisation. Enfin, c'est cette idée-là qui a rien à voir avec l'anarchisme, parce qu'au contraire, l'anarchisme a toujours cherché à organiser et puis finalement à faire vivre des principes éthiques et à se révolter contre des choses qui lui semblaient pas éthiques. Et je trouve intéressant de travailler sur cette question de la loi fondamentale, c'est-à-dire dans la mesure où il est important qu'on puisse reconstruire une loi fondamentale éclairée d'un humanisme contemporain, mais éclairée des problèmes actuels, hein, on sait, les problèmes d'environnement, d'écologie. Donc, je trouve qu'il soit bien que dans la loi, que le meurtre soit proscrit, que le viol soit proscrit, que l'esclavage, que l'esclavage soit proscrit, par la dette, que l'esclavage par la dette soit proscrit, que l'exploitation de l'humain par l'humain soit proscrit, mais aussi que l'exploitation éhontée de l'humain sur la nature, c'est-à-dire l'anthropocentrisme, soit proscrite et revisitée, parce que là on va un peu à la catastrophe avec la planète qui nous héberge, et puis la domination de l'homme sur la femme. Après, et puis toutes ces choses-là, et puis aussi, toutes ces choses-là, mais on pourrait même rajouter donc le racisme, les trucs, le postcolonialisme, tout ça. Toutes ces choses-là font partie de quelque chose que doit être positionné comme de la loi. Et en fait, j'aurais tendance à penser que tous les gens qui sont obligés aujourd'hui de se battre pour faire respecter les termes éthiques finalement de cette loi, qui correspond finalement à des droits de ne pas être crasé, des droits de ne pas être exploité, des droits de ne pas être violé, la dignité. Justice, bien commun. Dignité, justice, bien commun, ça s'appuie sur quelque chose qui doit, qui représente un principe, des principes éthiques fondamentaux, complémentaires, et qui pour moi représentent quelque chose de l'ordre de la loi. Ce qui fait que tous les gens qui, dans le système actuel, se battent, y compris avec des moyens, entre guillemets, illégaux, contre finalement ce qui ne fait pas respecter ces principes-là, quand ils s'opposent à ces principes-là, eh bien finalement, ce sont des gens qui luttent, combattent et œuvrent en tout cas pour le respect de la loi. C'est-à-dire qu'actuellement, et quand on envoie la soldatesque policière ou etc., finalement qui est utilisée finalement comme supplétif finalement de l'État pour essayer d'éteindre les incendies, etc., les incendies sociaux, etc. Et eux agissent au nom de la légalité, de ce qui a été voté, l'égalité qui est la légalité des pervers narcissiques, de la domination, je dirais. Biopolitique, ce pouvoir, ces gouvernances hiérarchiques, etc. Eh bien, les gens finalement qui s'opposent sont
eux, véritablement, dans l'œuvre de rétablissement de la loi. Et les gens qui sont censés incarner la légalité, qui portent cet uniforme, etc., qui vont organiser la répression, etc., excuse-moi, la légalité, les lois votées à 60 au milieu de la nuit, c'est ça, hein? Voilà, c'est ça. Okay. Et ben alors, donc, et là, c'est très bien ce que tu dis, parce que ça t'introduit la notion de la légitimité. C'est-à-dire que, d'un côté, tu as cette question des revendications, dignité, justice, égalité, liberté, qui relève de la légitimité, et donc de la loi légitime, et c'est l'égalité qu'on fait passer pour des lois dans des systèmes, finalement, dont on peut contester complètement la procédure politique, qui représente en quelque chose, certes peut-être légal sur le papier, mais qui est hors la loi. Voilà. Donc ça veut dire que les révoltés, les gens qui combattent pour les droits et pour la dignité sont dans la loi, et ceux qui s'y opposent sont hors la loi, y compris quand ils ont un uniforme. Bon voilà, c'est comme ça. Et donc effectivement, il faut se positionner comme des rétablisseurs de loi, et c'est pour ça que finalement le fait de se retrouver avec des tas de gens finalement qui se connaissaient pas avant, sur des ronds-points, sur des idées, etc., le mouvement Gilets jaunes, qui annonce quelque chose d'un monde finalement fraternel où les classes auraient disparu, parce que finalement, comme tout le monde est dans le même bain, écrasé par l'oligarchie, finalement, tu peux te dire que ceux qui sont en bas, ils peuvent imaginer un monde sans classe, voilà, et ça a toujours été l'aspiration des anarchistes, voilà, cet univers-là peut finalement, mais c'est du boulot, c'est un boulot énorme et colossal, reconstituer les choses et reposer les principes et repositionner la loi, reconstruire le politique, la démocratie à manga révotable et non pas à manga, pas manga, excusez-moi, on n'est pas au Japon là, c'est à mandat révocable à tout moment, sur des missions précises et pas des chèques en blanc comme c'est dans la démocratie vraiment directe et non participative pour servir pour vraiment élaborer et construire collectivement les choses. Voilà, c'est un peu ça. Et c'est pour ça il y a une sympathie finalement dans cette irruption, quoi, ce surgissement, comme dirait Jean-Pierre, pas si désordonné que ça, puisque des choses s'organisent. Voilà. Alors c'est Jean-Pierre Crépin, et on fera un autre live avec lui tout à l'heure. On lâche rien. Il faut continuer. C'est un boulot énorme. Ouais. On est dans le vrai, le beau et le juste. Oui, c'est ça. Donc on lâche rien. C'est ça. En fait, et dans la légitimité la plus absolue, en fait. Et ben voilà, un beau message d'espoir, les amis. On lâche rien, de notre collègue Yves Michel du comité Germinal. Voilà, du groupe Germinal. Groupe Germinal, voilà. Force et honneur, mort à la dette, à bas l'usure, vive le bien commun. À très bientôt.